Donc, je vais vous parler du bilan d'imagerie des pathologies vasculaires du sportif. Vous allez voir, c'est facile. Alors, l'objectif, donc, reconnaître les pathologies, choisir la bonne imagerie et savoir un peu reconnaître les signes sur les images. Donc, déjà, vous avez une clinique évocatrice. Vous demandez d'abord une échographie Doppler dynamique. Souvent, c'est dynamique pour le sportif. Vous verrez plus tard pourquoi. Et souvent, on complète par soit une angio-IRM, soit une angio-scanner pour bien visualiser la lésion et compléter le bilan. Et l'artériographie, ce sera en dernier recours, notamment s'il y a besoin de faire un geste dans le cadre d'équipes spécialisées. Mais en tout cas, il faut retenir, très souvent, on commence par une échographie Doppler avec manœuvre dynamique. Alors, on va faire des petits cas cliniques. Donc, je vous demandais d'être un petit peu réveillé. Vous avez un homme de 32 ans qui est cycliste, qui vient vous voir parce qu'il a mal à la cuisse, avec une douleur reproductive à l'effort, à type de crampe qui disparaît rapidement au repos. Alors, c'est très caricatural, mais voilà. Donc, quel diagnostic évoquez-vous ? Bon, alors en fait, on demande une échographie Doppler, mais là, c'était pour vous expliquer ce que c'était. En fait, c'est pas toujours évident de voir une endofibrose iliaque, on s'arrache les yeux. C'est vraiment des tout petits signes. Alors là, c'est une angio-IRM. Donc la lésion, elle est là. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est pas normal. Donc c'est pas évident. Voilà. Donc c'est pour vous dire, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que souvent, l'écho-Doppler, ça suffit pas. On va faire une angio-IRM. Donc la lésion, c'est quoi ? En fait, c'est ces petites tortuosités-là, avec une espèce de pseudo-allongement artériel par rapport à l'autre côté. Donc vraiment, c'est bien ces angio-IRM parce qu'on peut comparer entre le côté sain et le côté pathologique. Si c'est les deux côtés, voilà, tant pis. Donc diagnostic endofibrose de l'artère iliaque externe, donc c'est un épaississement de l'intima. L'intima, c'est la membrane qui est à l'intérieur de la lumière endovasculaire. Et on a une adventice et une média, donc c'est les autres tuniques plus externes qui sont normales. Et en fait, c'est quand le cycliste, à force de faire des flexions, extensions à l'effort, on a un remodelage du tissu conjonctif, en fait, suite aux contraintes mécaniques et hémodynamiques. Donc l'imagerie clé, donc comme on commence toujours avec un Doppler post-effort, mais il peut être normal, donc pas hésiter à aller jusqu'à l'angio-scanner ou IRM en équipe spécialisée. Et donc comme je vous ai dit, les signes clés, c'est la sténose, des fois qui peut être filiforme, mais au début on a cet allongement artériel et ces petites tortuosités. Là je vous mets des exemples. Donc ici, on a ces petites tortuosités qui sont effectivement un petit peu plus manifestes là, qu'on voit bien avec une petite sténose, une dilatation post-sténotique. Donc voilà, la lésion d'endofibrose. Et ça, c'est des reconstructions MPR qui sont jolies, mais qui pour le diagnostic ne servent pas à grand-chose. On ne voit pas trop ce qui se passe là. C'est pour ça qu'on préfère ces images-là, nous. Ça, c'est pour faire joli. C'est pas du tout diagnostic, quoi. Cas numéro 2, vous avez un sportif de 23 ans qui vient vous voir parce qu'il a mal au niveau de ses deux mollets. Lors de la course à pied, les pouces sont strictement normaux. Donc, qu'est-ce que vous suspectez ? En premier rang, on suspecte un syndrome de l'artère poplitée piégée. Bravo. Qu'est-ce que vous faites comme examen ? Là, c'est une artère poplitée normale. On voit qu'elle est jolie. C'est le condyle. Là, on est dans le creux poplité. Donc là, on a une jolie artère. Et du coup, vous faites faire à votre patient une flexion plantaire contrariée. Et vous allez voir que là, le gastrocnémien médial, il vient complètement écrabouiller notre artère qui est juste là. Donc là, vous êtes content, vous dites ça concorde, j'ai mon diagnostic. Je le mets quand même à l'angio-scanner pour mieux voir. Et donc là, on a les deux genoux dans le même plan en repos. Donc position neutre, repos, avec les deux artères poplitées qui sont bien visibles. Et dès que vous le faites faire une flexion plantaire contrariée, on voit qu'elles sont complètement écrabouillées au niveau de façon bilatérale. Donc ça concorde bien avec notre symptomatologie, voire même des fois des effacements complètement complets, quoi. Donc ça, c'est les jolies images. Donc en statique, vous voyez qu'on a un bel axe vasculaire sur les reconstructions en 3D, quoi, c'est joli. Et quand vous faites la flexion plantaire, vous voyez, vous avez une interruption complète du flux, donc on a un trou. Et en mettant un peu plus de couches, on arrive à bien voir les insertions musculaires dont on va parler tout à l'heure. Là, c'est un cas un peu bis. Donc là, c'est un sportif un peu plus âgé, qui a 47 ans, qui avait mal depuis longtemps, mais qui est un peu forcé dessus. Il vient voir parce qu'il a une douleur donc, du mollet gauche à la course, des pouls normaux au repos. Donc pareil, vous suspectez un syndrome de l'artère poplitée piégée. Et lui, donc quand je lui ai fait le Doppler, le mollet gauche, hop, donc là, on est en sagittal, on a l'artère poplitée qu'on voit bien, qui est bien transsonore, jolie. Et là, là, elle est filiforme et c'est bouché. On fait le Doppler, et le Doppler, on voit qu'on n'a pas de flux, on a une espèce d'aliasing parce que là, ça tourbillonne puisque ça peut plus passer là. Donc on a une magnifique occlusion de l'artère poplitée.
de son mollet gauche. Et quand on lui fait le mollet droit pour comparer, on se retrouve qu'il a un syndrome de l'artère poplitée piégée à droite. Avec ici une artère poplitée normale, avec le flux Doppler, alors là c'est la veine, et là c'est l'artère qui est complètement bougée. Et là pareil, donc ça c'est les images champ Doppler pour qu'on voit mieux. La belle artère poplitée, on fait faire une flexion plantaire et puis c'est complètement bouché. Donc c'était en fait un patient qui avait un syndrome d'artère poplitée à gauche qui s'était compliqué par une thrombose, et il avait la symptomatologie qui débutait à droite. Alors ici c'est l'angio-IRM, donc pareil, au repos et en flexion plantaire. Donc là, c'est le côté droit avec la jolie artère poplitée piégée, qui n'est pas piégée là parce qu'on la voit bien. Et là, c'était l'artère poplitée native qui s'était occluse avec un deuxième réseau veineux artériel qui s'était développé de suppléance, que j'avais retrouvé sur l'échographie, puisqu'en fait, juste à côté de mon occlusion que je vous ai montré tout à l'heure, on avait une belle deuxième branche vasculaire qui s'était développée. Il avait donc un piège anatomique à gauche avec cette languette, en fait, il avait une double insertion du gastrocnémien médial qui venait en fait encercler et cravater l'artère poplitée et qui venait du coup comprimer lors des flexions plantaires. Et donc à droite, il avait la même chose, mais en dynamique, il n'y avait pas de compression. Donc ça, c'est le même patient. Donc là, on voit que c'est bouché, ça passe pas, et ça passe très bien de l'autre côté en flexion plantaire. Le syndrome de l'artère poplitée piégée, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est une artériosclérose prématurée, ça va entraîner des sténoses, des anévrismes post-sténotiques, et puis ça peut aller jusqu'à la thrombose quand ça évolue. Ça, c'est les types qu'on décrit, c'est les types, c'est par rapport à l'insertion du gastrocnémien médial. Donc soit effectivement le gastrocnémien, il s'insère, l'artère passe sur le bord interne du tendon qui est là, soit c'est le tendon qui est latéral, c'est le type 2, soit alors il y a un double faisceau comme ceci qui vient cravater effectivement l'artère. Parfois l'artère passe carrément sous le muscle poplité, et le type 5, c'est quand la veine et l'artère passent ensemble sur le bord latéral. Bon, après il y a plein de types qui sont décrits, voilà, bon, l'essentiel, le type c'est pas très important, peut-être que tu nous diras quelque chose toi là-dessus, mais bon, en tout cas voilà nous comment on va décrire. Donc là c'est encore des exemples, vous avez effectivement le côté normal ici, ici, voilà, hop. Et là, en fait, donc l'artère ici, le tendon, et ici, vous avez le tendon qui vient vraiment comprimer notre artère. Donc là, on était sur un type 2. Ça, c'est un type 1. Bon, c'est pour ça, les images IRM, c'est bien pour arriver à bien voir en coupe anatomique qu'est-ce qui bloque. Un homme de 28 ans qui fait du crossfit, qui a un œdème brutal du bras dominant. Il est un peu forcé. Il a un œdème. À quoi vous pensez? Bravo. Une phlébite. Donc, qu'est-ce qu'on demande en première intention? Un écho Doppler. Mais c'est l'imagerie là, c'est pas la biologie. Donc là, vous voyez effectivement une grosse une veine un peu dilatée. Là, vous voyez un contenu hyper échogène dedans. Et en fait, on n'a pas de flux Doppler. Donc effectivement, on a une thrombose veineuse d'effort qui s'appelle le syndrome de Paget-Schroeter. Et donc l'imagerie, c'est le Doppler. Éventuellement, si c'est pas contributif, vous pouvez compléter par un angioscanner, mais bon, le temps de l'avoir, c'est quand même des diagnostics qu'on fait à l'échographie Doppler rapidement, puis vous traitez votre patient. Comme j'ai dit, les signes clés, c'est une veine normale, c'est transsonore, ça se comprime quand on appuie dessus, il y a du flux Doppler, une veine bouchée, c'est un peu trop gros, il y a un contenu hyperéchogène, ça se comprime pas quand on appuie dessus, et puis il n'y a pas de flux Doppler. Un homme de 30 ans, volleyeur, il a mal, il a des sensations, des fourmillements, des paresthésies dans le bras droit, à l'élévation, un bras lourd à l'effort. Qu'est-ce que vous suspectez comme pathologie ? Bravo, le syndrome du défilé thoraco-brachial. Quel examen d'imagerie demandez-vous? Donc là, vous pouvez effectivement demander des échographies Doppler avec des flexions, des manœuvres dynamiques, mais c'est quand même des diagnostics qu'on fait très facilement à l'angioscanner. Donc, on va faire un angioscanner avec notre patient. On lui fait en position les bras en bas, donc comme on voit ici, la clavicule. Là, on est sur les coupes axiales, là, on est sur les reconstructions coronales, avec notre artère ici. Hop là. Et en fait, on lui fait lever le bras. Et là, on se rend compte que l'artère elle est complètement écrabouillée dans le défilé entre la première côte et la clavicule. On voit que c'est complètement écrasé, qu'il n'y a pas de passage pour l'artère, pour le flux artériel. Donc, vous avez brillamment fait le diagnostic de syndrome du défilé thoraco-brachial vasculaire. Donc, effectivement, la compression peut être vasculaire sur l'artère ou la veine, mais peut être également neurologique. L'écho Doppler, ça peut vous dépatouiller, mais c'est vraiment l'angioscanner dynamique avec bras en bas, bras en haut.
Et donc, on a 3 types de compression dans le défilé des muscles scalènes, entre la première côte et la clavicule, et on peut avoir des compressions entre le petit pectoral et le processus coracoïde. Un homme de 24 ans qui fait de la course à pied, qui a mal à l'effort, avec des douleurs d'effort qui disparaissent au repos, un bilan ostéo-articulaire qui est complètement normal. À quoi vous pensez? Bravo, syndrome des loges. Qu'est-ce qu'on demande comme examen? Voilà, donc souvent vous nous demandez, pour confirmer après la mesure des pressions ou avant, ça dépend de votre pratique, mais en tout cas, quand on les voit pour des bilans de syndrome de loge, on nous demande de faire des IRM avant et après effort. Donc on fait des séquences tir, on met les 2 jambes dans le même volume, on fait plusieurs coupes sur les jambes, et donc ça c'est avant effort, donc on est sur des loges jambières, et on va le faire courir, on le fait pédaler dans la machine, ça dépend des sites. Et en fait, on se rend compte que là, au niveau de la loge antéro-externe qui était normale avant, alors, c'est pas très évident, je vous l'accorde, mais on a un très léger hypersignal, c'est-à-dire que c'est un peu plus gris clair. Donc souvent, on s'arrache les yeux dessus. C'est pas les diagnostics les plus faciles à faire. Mais regarde, la nuance de gris, elle est pas tout à fait pareille. Il y a 50 nuances de gris. Ah ouais, mais nous, on est très fort en nuances de gris. Voilà, donc voilà, va falloir nous croire un peu des fois, c'est pas très évident, mais en tout cas, il y a un petit hypersignal qui montre un œdème de la loge antéro-externe au niveau de la jambe. Donc, le signe, c'est les séquences, l'IRM, donc voilà, comme on a dit, post-effort, c'est l'hypersignal musculaire avec effectivement des augmentations, et puis surtout, on compare avec l'autre côté. C'est pour ça qu'on met les 2 jambes dans le même champ. Un homme de 40 ans qui a une douleur progressive du mollet, qui pratique l'escalade, ça s'aggrave depuis 7 jours, et quand on l'interroge, on se rend compte qu'il a fait un petit voyage, il est rentré d'avion il y a une semaine, avec un œdème du mollet d'apparition brutale. Donc à quoi vous pensez? Bon, une thrombose. Alors on dit qu'il faut trouver la thrombose. Donc on lui fait une échographie Doppler, donc c'est super, la veine poplitée se comprime bien, on est content. On descend au niveau des muscles, et donc là en fait on est sur le gastrocnémien médial qui est là, avec sa petite structure peignée, qu'on connaît tous. Et ici on se rend compte que c'est pas normal ça. Et en fait, il a une thrombose complète des veines intramusculaires du gastrocnémien. Donc là, on a une belle veine dilatée avec un contenu désorganisé échogène. Ici, on en a une là. Donc il avait une thrombose de toutes ces veines du gastrocnémien médial. Donc ça fait partie de la gamme des TVP distales sous-poplitées, et l'anticoagulation n'est pas systématique. Je vous mets ça parce que moi, je me suis arraché je ne savais pas quoi faire, donc j'ai cherché. Donc comme ça, si vous ne savez pas, je vous ai fait une petite diapo. Donc vous évaluez votre risque quand vous tombez sur ces images. Est-ce que j'ai un faible risque d'extension du thrombus ou un haut risque? Et en fonction, soit vous faites une surveillance échographique avec un nouveau Doppler entre J5 et J7 pour garder une progression. Donc ça, c'est chez les petites thromboses de moins de 5 cm. S'il y a des facteurs déclenchants sur un patient qui va plutôt bien, qui bouge et qui n'est pas trop embêté. C'est les patients qui ont des grosses thromboses veineuses, qui ont fait une thrombose spontanée, qui sont plutôt alités, fatigués, qui sortent du post-op ou qui ont des antécédents un peu compliqués de cancer ou de maladie thromboembolique. Ceux-là, c'est les hauts risques. Donc, vous allez les anticoaguler avec une anticoagulation orale pendant 4 à 6 semaines. Si, par exemple, le thrombus progresse à votre échographie de contrôle, vous passez sur l'anticoagulation. Sinon, ça va se finir par se résorber. Et pour tout le monde, la compression médicale et la mobilisation précoce. Donc voilà, comme ça, vous savez. Donc les messages clés, pensée vasculaire devant toute douleur d'effort atypique, chez des sujets jeunes qui n'ont aucune raison d'avoir des vaisseaux pathologiques. L'examen clé, de première intention, ça reste l'échographie Doppler parce que c'est facile à voir. Et souvent, on passe à l'angioscanner ou à l'angio-IRM selon les équipes. Et bon, ça dépend de votre accès à votre imagerie en coupe. Et on fait toujours une imagerie dynamique parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on arrive à voir ces compressions vasculaires. Et plus tôt vous diagnostiquez votre patient, meilleur le pronostic est. Et ça évite du coup des lésions qui vont s'aggraver jusqu'à l'anévrisme ou la thrombose, comme on a vu sur le patient un peu plus âgé dans le cadre du syndrome de l'artère poplitée. Ah oui, alors je vous ai pas dit un truc. On peut avoir une compression asymptomatique de l'artère poplitée. C'est pas forcément parce que vous avez la compression dynamique que vous avez le symptôme. Voilà, ça peut être asymptomatique. C'était le message que j'ai oublié de faire passer.